pendant qu'il s'installe, que Sekou s'installe, je vous le présente. Donc Sekou Coulibaly est le fondateur de Segbi Bogolan. Il va nous parler lui-même un peu plus de sa marque dans une seconde. À côté de moi, j'ai Aristide Loua, qui a donc la marque Quintet Gentleman. Mustapha Sindiaye, toi ta marque s'appelle Maraz, voilà, et qui est dans la maroquinerie. Donc Sekou et Aristide font donc de la mode, des vêtements, et Mustapha est dans la maroquinerie, mais tous sont donc dans le secteur du luxe. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est bon? Tu m'entends? Tout marche bien, très bien. Alors d'abord, je vais te le passer, parce que je crois qu'on n'en a qu'un. Donc on va commencer avec la première question que je vais diriger donc à vous trois. Je voudrais avoir votre point de vue sur qu'est-ce que signifie le luxe pour vous dans votre contexte. Vous avez 3 marques de luxe. Comment vous comprenez ce nom et comment ça s'exprime à la fois donc, dans le positionnement créatif de vos marques, mais peut-être aussi avec certains procédés ou certaines techniques. Comment s'exprime le luxe pour vous dans votre marque et dans votre processus créatif? Aristide, je vais commencer par toi. Pas de souci. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. Ah, c'est bon? Voilà. Alors, bonsoir, comme elle disait tantôt, je m'appelle Aristide Loua, fondateur et directeur artistique de la marque Quintet Gentleman. Alors le luxe africain ou le luxe tout court, pour moi c'est ce qui est fait main, avec précision, avec passion, avec un dévouement pour le détail. Et parce qu'avec ce qu'on voit dans le marché, tout est fait à la va-vite, tout est consommé très rapidement. Et pour moi, le luxe, c'est quelque chose voilà, lorsqu'on l'a, on reçoit une certaine émotion. Et le rapport qualité-prix aussi est présent. Donc voilà, pour moi, le luxe, c'est la qualité, le fait main et une précision pour le détail et une passion pour tout ce qui est bien fait. D'accord. Et alors attends, ça serait mieux qu'on ait quand même 2 micros. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend de l'équipe BPI. Parce que sinon, c'est un petit peu difficile. Merci. Mais en attendant, donc ok, donc il y a une question de qualité, il y a une question de fait main, mais sinon créativement, donc pour ta marque Quintet Gentleman, comment est-ce que tu exprimes ce souci de qualité? Dis-nous un petit peu plus ce que tu fais, avec quelle technique, quel type de textile, la manière dont tu exprimes le luxe pour toi. Alors effectivement, pour nous, déjà on a un accent sur l'artisanat local. Déjà le tissu est fait à main, les pièces aussi sont faites à la main. Et que ce soit les pantalons, les chemises, les vestes, déjà même je porte tout un ensemble Quintet Gentleman. Et donc on a un accent prisé là-dessus. Et aussi respecter aussi les normes internationales parce que c'est très très important parce que notre marché est plus orienté sur et le marché local mais aussi le marché international où il y a une très grande compétition déjà pour les marques africaines mais aussi les marques internationales. Et donc voilà, donc notre procédé c'est on utilise le pagne qui est fait localement, le pagne Kita comme on l'appelle ici en Côte d'Ivoire ou le Quintet comme on l'appelle dans les régions anglophones. Et donc on a l'ambition de travailler avec différents textiles travaillés et faits à la main ici en Afrique. Et puis nous derrière, j'apporte une plus-value à cet artisanat-là qui existe depuis le 15e siècle. Et donc voilà, c'est une plus-value qui est à la fois moderne, très prisée sur la couleur, sur l'accent de voilà, la technique de ce qui s'est fait, mais déjà remettre ça en valeur et puis essayer d'exporter ça sur différents marchés. D'accord. Donc vraiment une ambition internationale. Absolument. Je crois que c'est le cas aussi de nos 2 autres panélistes. Je voudrais entendre votre point de vue sur cette question du luxe. Je voudrais entendre d'abord Sekou et après Mustapha parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas d'accord et donc j'aimerais entendre... enfin, vous deux, vous êtes d'accord, mais lui, il a un autre point de vue. Ok. Donc la question était par rapport à qu'est-ce que le luxe pour nous. Oui. Nous, Segbi Bogolan,
on a créé la marque en voulant se positionner en insistant sur la qualité. Donc par rapport à ça, on a cherché les meilleures usines, les meilleurs partenaires, les meilleurs artisans. Donc on fabrique au Ghana, mais on travaille aussi avec des usines qui sont certifiées à Maurice, qui fabriquent pour les plus grands de ce monde. Donc Wensum qui fabrique pour Hugo Boss, Hackett, Jacques Taylor qui fabrique pour Armani, et Saint-Malo qui fabrique pour Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Ça c'est pour tout ce qui est polo, etc. Donc d'abord la qualité. Après, le luxe c'est aussi une histoire. Donc le deuxième point de valeur sur lequel on se concentre, c'est l'héritage. L'héritage qu'on a choisi est celui du Bogolan, qui existe depuis 400 ans. Alors c'est une inspiration et on a essayé de continuer le travail qu'a fait Chris Seydou, qui nous a quittés malheureusement du sida dans les années 90, qui travaillait à l'époque avec Litema et qui voulait internationaliser le Bogolan de son expérience d'avant avec Christian Dior. Et lui, il essaie de l'imprimer de manière industrielle. Donc nous, on essaie de l'imprimer de manière industrielle, mais là où est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus loin, c'est qu'on essaie de le faire de manière durable. Donc avec des imprimeurs qui sont certifiés Ecotex, Global Organic Textile Standard. Alors excusez-moi de l'anglicisme, mais ce sont des certifications anglophones et du WRAP. Donc voilà. Donc on travaille avec les Allemands de Spoonflower, les Italiens de Gorite Suti. On importe les tissus que l'on ne trouve pas sur place, parce qu'il arrive des fois on arrive à trouver des tissus déjà fabriqués sur place en provenance de Madagascar, de Maurice ou d'ailleurs. Mais quand on n'arrive pas, on fait appel à ces partenaires-là. Donc on est vraiment, on va dire, dans une vision non seulement internationale, mais européenne et africaine, qui est aussi un peu notre héritage. On a grandi un peu dans ces deux mondes et on essaie de mettre en valeur cet héritage-là. Après, le troisième élément, et dernier élément, mais pas le moins important, c'est ce que nous on appelle le côté conscious ou consciencieux, qui est, pour nous, le nouveau luxe. C'est aussi de faire des choses maintenant qui bénéficieront les prochaines générations demain. Donc le textile est un univers qui pollue quand même énormément. C'est le deuxième ou troisième secteur qui contribue à la pollution dans ce monde. On n'en parle pas beaucoup. Donc pour nous, c'est important de faire attention avec qui on travaille, de sorte à travailler avec des imprimeurs qui n'utilisent pas beaucoup d'eau, qui font attention aux produits chimiques qu'ils utilisent. Et après, c'est aussi un écosystème. C'est vrai, merci. C'est aussi un écosystème. Et dans cet écosystème, c'est de bien payer ses collaborateurs. Moi, j'ai travaillé quelques années dans un grand groupe qui a un niveau d'éthique très élevé et c'est pas toujours évident, malheureusement, de respecter toutes les normes. Et quand on les respecte, ça se traduit par un coût plus élevé, donc un positionnement luxe en général. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos collaborateurs et nos fournisseurs. D'accord. Si je résume un peu vos deux points de vue à vous deux, parce que aussi quand on a préparé ce panel, vous avez réagi assez fortement contre l'idée qu'il y ait un luxe africain. Pour vous, le luxe, c'est des critères globaux, internationaux, et vous répondez par vos marques. Vous jouez dans la même catégorie, en gros. Alors, j'aimerais rectifier ce point. Okay. On ne peut pas dire on ne s'est pas positionné contre le luxe africain, au contraire. On a juste dit que l'Afrique est dans la même catégorie internationale que tous les autres continents. On ne veut pas que l'Afrique soit dans un segment particulier. On ne veut pas que l'Afrique ait son propre ghetto. On veut que l'Afrique vraiment puisse être considérée de par sa capacité dans le même rang. Voilà, ça veut dire qu'en Angleterre, on joue en Premiership League. En France, on joue en Ligue 1 et en basketball, on joue en NBA. Donc, les critères que l'on a sont les mêmes qu'ailleurs. Quand on parle de qualité, quand on parle de respect des délais, quand on parle de qualité de finition, etc., c'est la même chose. Maintenant, après, là où on se différencie, c'est peut-être au niveau de l'héritage. Voilà. Et ce qu'on a même dit hier, c'est que l'Afrique peut même prendre de l'avant et inspirer le monde. Et ce que je disais, c'était que notre slogan à nous, c'est « Born in Africa to inspire the world ». Donc c'est justement, c'est une Afrique qui inspire, parce que l'Afrique a souvent inspiré. Picasso a été inspiré de l'Afrique, il a fait beaucoup de ses chefs-d'œuvre en venant en Afrique. Et on aimerait bien continuer par la beauté et la mode à ce niveau-là. Donc c'est pas qu'on est contre. Oui, c'est juste une question de définition. Exactement. Et je voudrais savoir si c'est la même définition que tu as, Mustapha, ou si tu vois les choses un petit peu différemment de ton point de vue. Tu peux prendre le micro de ton collègue. Merci beaucoup. Je ne dirais pas que je n'ai pas la même définition, mais il faut dire que le luxe répond à des codes un peu partout dans le monde, comme Léo dit, la qualité, l'authenticité, le fait main, l'histoire qui est racontée, et aujourd'hui les gens
travaille beaucoup sur l'émotionnel, sur l'histoire. Mais aujourd'hui, si on se fie aux études qui se font dans le monde, l'Afrique n'est pas présente dans le luxe. Si on prend les États-Unis, la France, l'Afrique, on le met dans les autres pays. Ce qui est dommage parce que, comme il l'a dit tout de suite, nous avons tout le b.a.-ba. Nous avons une histoire qu'aucun autre continent n'a. Nous avons les ressources naturelles qui sont puisées d'ici, que ce soit les peaux ou le coton qui sont transformés en textile ailleurs. Nous avons le fait main que nous avons acquis de père en fils depuis des années. Et qui est encore actif Et aujourd'hui. qui est encore actif parce que nous oui. tous, en tout cas pas Segbi, mais nous deux, on travaille toujours à la main. Et c'est ce qui fait la valeur de nos produits. Mais aujourd'hui, comme il a dit, l'Afrique doit inspirer. Et l'Afrique inspire. Pourquoi l'Afrique inspire? C'est que si on se fie à Dior, Dior a repris les tic-tic que nous avions ici à Abidjan, à Dakar, qui sont en plastique. Ils les ont revisités et ils les vendent à 500 €. Et ça appartient à l'Afrique. Donc aujourd'hui, il est de notre devoir, nous Africains, d'aller puiser dans notre culture, dans notre histoire, de le valoriser. Et pour que ça puisse se faire, cela va demander beaucoup de solidarité, mais également cela nécessite de définir quel est aujourd'hui le code africain, parce qu'apparemment on est mis de côté. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que Segbi, ce qu'il est en train de faire, c'est un palliatif, c'est de contourner et d'aller là où les grandes marques produisent pour pouvoir être un peu à leur niveau en termes de qualité, de respect des délais et des normes de production. Mais en interne, nous pouvons définir aujourd'hui le code du luxe africain sur la manière de travailler, sur les matériaux qu'on utilise. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que le bogolan, comme ça se détériore sur la durée, on ne peut pas le considérer comme un produit de luxe africain? Il faut qu'on y réfléchisse. Donc pour moi, aujourd'hui, le combat se situe à ce niveau. Et il faudrait également, au-delà de tout ça, travailler avec les États et les décideurs publics pour pouvoir intégrer tous les pays africains, qu'ils puissent se soutenir. Aujourd'hui, je ne vais pas m'empêcher de citer des noms. Si on prend Berluti, une bonne partie de sa clientèle est en Afrique. Aujourd'hui, dans tous les pays, au Ghana, en Afrique du Sud, ailleurs, toutes les grandes marques sont implantées et bien implantées. Et ils font une bonne partie de leur chiffre d'affaires entre la Chine, l'Asie et l'Afrique. Donc le pouvoir d'achat est là. Les Africains aiment ce qui est exclusif. Pourquoi nous n'allons pas vers eux et leur proposer des produits qui leur ressemblent? Parce que c'est nous qui savons ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont vécu et ce qui touche leur sensibilité. Donc voilà, moi, ma définition du luxe. D'accord. Très intéressant et j'aime bien ton histoire de code. Vas-y. J'aimerais juste préciser un élément par rapport à Segbi. C'est que notre priorité est de travailler avec des acteurs africains. Donc tout ce qu'on fait est fabriqué en Afrique, mais avec les meilleurs à travers le monde. Ça veut dire que d'abord, Maurice, c'est l'un des pays africains où il est le plus facile de faire du business. Donc nous avons choisi les usines pour faire les polos à Maurice, parce que c'est là que les meilleures usines sont. Il y a la troisième plus grosse usine de Puma là-bas et voilà, de grosses marques font là-bas. Maintenant, certains produits sont fabriqués au Ghana. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas choisir un pays de par sa région, mais de choisir un pays de par sa compétence. Voilà. Et d'ailleurs, je disais même à Mustapha que sur la maroquinerie, un jour, pourquoi pas le Sénégal. Voilà. Donc je voulais juste préciser cet élément-là. Et peut-être le dernier point qui est important, c'est à la fin de la journée, quand on cherche une distribution, la question c'est dans quel endroit du magasin est-ce qu'on est vendu. Donc quand vous allez aux Galeries Lafayette, au Bon Marché, à Selfbridge ou à Nordstrom, est-ce que vous voulez être dans un petit coin fait pour l'Afrique? Est-ce que vous voulez être avec toutes les autres marques, qu'elles soient Issey Miyake, Oscar de la Renta, qui sont d'Amérique latine ou d'Asie, et être vendues là où est-ce que le consommateur achète du luxe? Voilà, ça c'est la grosse question. Et de ma petite expérience, vu que j'étais à un moment National Sales Director de L'Oréal aux États-Unis, on vend beaucoup plus quand on est vendu là où ce que le consommateur achète. Lorsqu'on commence à créer une section ethnique, déjà on se limite au niveau du consommateur. D'abord, il faut qu'on nous trouve. Et c'est pour ça que pour moi c'est important qu'on parle de nous parmi les grands, parce qu'on n'a rien à envier aux autres. Voilà. Très bien. Je voudrais faire réagir Aristide là-dessus, parce que toi aussi tu vends dans le monde entier. Donc, quelle est ta vision de ton marché et jusqu'où va ton ambition?
Alors effectivement, la marque Vintage Gentleman déjà, c'est assez démocratique dans le sens où moi par exemple, j'ai pas fait d'études de mode, j'ai pas eu d'expérience dans la mode, j'ai des degré en mathématiques, j'ai fait des mathématiques toute ma vie, donc la mode pour moi c'était quelque chose très étranger jusqu'en 2017 où on est véritablement établi la marque Vintage Gentleman. Alors pour moi, c'est démocratique dans le sens où on a instauré à notre réalisation une plateforme en ligne pour permettre à tout client, quel que soit leur âge, quel que soit leur background, quelle que soit leur géographie, de venir acheter, s'ils épousent vraiment notre vision, s'ils épousent vraiment ce qu'on produit comme produit, de venir acheter et participer à l'établissement de ce que est Vintage Gentleman. Donc c'est ouvert à tout le monde. Bon, c'est clair qu'après, par rapport à la qualité-prix, il y aura forcément des personnes qui ne pourront pas acheter la marque, mais comme Sekoubi disait tout à l'heure, parce que les ressources premières, déjà le pain Kita, il coûte très cher. Donc forcément, il y aura, parce que c'est très bien fait, ça prend des jours, voire des semaines à réaliser. Donc voilà, nous on est ouvert au monde et cet attrait-là, on a pu, le succès qu'on a pu avoir, c'est par rapport à l'attrait qu'on a pu instaurer, dans le sens où non seulement on est une marque très ouverte, mais on porte l'accent sur la culture ivoirienne ou la culture africaine, mais aussi sur la qualité et aussi sur l'histoire qu'on raconte à travers chaque vêtement ou chaque look. Je pense que déjà la mode, pour être clair là-dessus, c'est tout ce qui est beau et tout ce qui est, lorsqu'on le porte, comment on se sent, n'est-ce pas? Quel que soit le nom de la marque ou quelle que soit son origine, si on a envie de l'acheter parce qu'on aime ce qui est projeté déjà en image, mais aussi en histoire, on va l'acheter. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on a établi la marque et on est très fiers d'être présents dans différentes boutiques au Ghana ou au Nigeria, ou en Afrique du Sud, à Londres ou à New York. Et voilà, nous on continue dans notre acheminement de manière très très organique. Et justement, on va en parler de finances, mais on a commencé des très 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 bas pour arriver jusqu'à là où on est. Eh bien, tu me donnes une bonne transition, parce que la deuxième question, grosse question que je voudrais vous poser, c'est comment vous financez votre développement, parce qu'on sait que ce n'est pas facile pour les SMI en général en Afrique et dans le secteur des industries créatives, on est très limité en termes de financement. Donc peut-être que tu peux nous dire, toi, jusqu'à présent, finir ta pensée, comment tu as fait, et puis après, je voudrais entendre l'expérience des deux autres aussi. Absolument. Donc nous, quand on a commencé, on n'avait pas vraiment l'infrastructure, ni, comment je dirais, personnellement, moi, comme je disais tantôt, je n'ai pas fait d'études de mode. Donc on a commencé, le monde est très très bas. D'ailleurs même, on a commencé avec $1 500, à peu près 700 000 francs pour créer les premières pièces, créer la première collection. Donc on a commencé très très bas. On a ouvert notre plateforme en ligne qui nous a permis de créer, de lancer, de publier la première collection qui a plu à un grand monde, qu'il soit en Afrique ou à l'extérieur. Et à partir des revenus de ces ventes-là, on a fait du plus en plus une croissance très très organique pour arriver là où on en est. Donc là, pour l'instant, on continue ce travail-là, ce travail sérieux, ce travail passionnel. Et puis bientôt on ambitionne de trouver des partenaires avec qui travailler, avec qui on pourra scale up, comme on peut dire, l'entreprise. D'accord. Et pour l'instant, il y a combien de personnes chez Vintage Gentleman? Oui, nous sommes 3. Moi, je suis à la direction artistique. Il y a mon partenaire Sidney Barrow qui est aux États-Unis, qui est le CFO, on va dire, de l'entreprise, et Cyprien qui est le web designer. D'accord. Mais il y a un certain nombre d'artisans qui travaillent aussi. Oui, absolument. Ça, c'est la partie direction. Mais sinon, il y a une équipe de tailleurs avec qui on travaille. Et aussi une équipe de tisserands qui sont localisés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, enfin centre-ouest à Yamoussoukro, et aussi au nord de la Côte d'Ivoire à Korogo. Et bientôt, on va travailler aussi avec des artisans à Bassam. Ok, très bien. Donc pour l'instant, sur une phase de croissance interne, organique, avant de s'ouvrir à des partenariats. Et alors, vos stratégies à tous les deux? N'importe qui. Alors, à notre niveau, au début de l'aventure,
on s'est autofinancé. Comme tu l'as si bien dit, dans nos pays, on a le problème, en tout cas au niveau du secteur primaire, d'avoir accès au financement. En 2018, il y a eu la création de la délégation à l'entrepreneuriat rapide au Sénégal, qui est destinée au secteur primaire. Les artisans, les agriculteurs, les éleveurs, depuis des années, n'ont pas pu avoir accès au financement classique des banques. Eux, ils sont venus, ils ont apporté une solution à ce niveau. Ce financement nous a permis d'augmenter notre équipe, d'augmenter notre capacité de production. Nous avons quitté à peu près 1000 produits par an pour arriver aujourd'hui à plus de 8000 produits par an. Nous produisions que pour notre marque au début. Aujourd'hui, avec ce financement-là, on produit pour 9 marques à Dakar, 2 qui sont à Abidjan et 2 qui sont en France. Et nous avons commencé ce processus-là pour nous préparer à l'industrialisation. Du coup, aujourd'hui, pour les 2 ans à venir, nous allons stabiliser la production, maîtriser les process. J'en ai discuté tout de suite avec Segbi, aller vers les certifications, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la normalisation des produits, parce que nous voulons aller à l'assaut du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises au Portugal et en Espagne qui produisent pour d'autres marques. Pourquoi pas nous? Nous avons la matière première, nous avons la main-d'œuvre, plus ou moins qualifiée pour certains. Aujourd'hui, il y a le défi de la formation à ce niveau et il est possible de le relever. Et j'en viens maintenant à notre besoin actuel. Le besoin actuel n'est pas en termes de financement, mais c'est en termes d'accompagnement technique. Aujourd'hui, si dans nos pays, ou en tout cas pour le cas de Maraz, si on arrive à nous mettre en rapport avec un groupe comme LVMH, il faut être ambitieux, qu'on puisse avoir des stages de qualification là-bas, qu'on puisse avoir des découvertes d'entreprises là-bas ou bien des échanges, cela va beaucoup nous aider sur notre processus de normalisation et de maîtrise de la production. Donc nous sommes énormément à la recherche de ces opportunités. Le jour où nous arriverons à l'avoir, peut-être même qu'on n'aura pas besoin de financement parce que les marchés vont arriver d'eux-mêmes et nous irons directement aux banques leur donner les bons de commande. Voici les commandes que nous pouvons avoir. Donnez-nous les financements qu'il faut et là nous irons, voilà, nous pourrons développer. Donc aujourd'hui, c'est ça la perspective avec Maraz. Très clair. Voilà. Merci. Alors pour Segbi, nous avons commencé l'aventure, comme tu le sais, l'année dernière. Le projet est financé à 100% à titre personnel, donc par moi-même. Et c'est vrai qu'au début, c'était très coûteux parce qu'il a fallu un investissement au niveau de la main-d'œuvre de qualité, parce qu'on a recruté chez Calvin Klein, Tommy Hilfiger, des gens certifiés au niveau de la qualité. Après, au niveau des matières premières, il a fallu investir énormément. Et puis bon, le développement du content, comme mes camarades le savent, coûte quand même assez cher. Enfin, donc voilà, on a tout fait en l'espace de 7 mois. On avait un objectif dans notre business plan de 1200 unités sur cette année. À l'heure actuelle, en marque propre, et je m'expliquerai après, on est à peu près à 400 unités. En marque, en private label, qui sont les tenues que nous fabriquons pour d'autres, on est déjà à quasi 1200 unités. Donc on est pas mal au niveau du business plan, mais c'est vrai que pour pouvoir accélérer et pour se donner les moyens de nos ambitions internationales au niveau de la distribution américaine et européenne, il va falloir qu'on puisse embaucher des commerciaux de qualité, investir dans le merchandising et dans la notoriété. Tout ça, il va falloir le financer. Donc on est à la recherche d'un partenaire long terme qui porte les mêmes valeurs. Voilà, et qui n'ait pas peur d'investir en Afrique ou dans la mode. Voilà. Donc d'où l'intérêt justement de cet événement que je trouve vraiment, vraiment très bien. Donc maintenant, par rapport aux différents créneaux de vente qui ont permis d'être un peu indépendants jusqu'à là, on a tout d'abord eu des partenaires corporate comme la Société Générale et le groupe CFAO et on a été distribué, on est distribué au Ghana chez Viva Boutique et au Nigeria chez Temple Muse. On travaille sur une distribution en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, donc on cherche des partenaires. Et grâce à cette belle rencontre qui est Mustapha, certainement au Sénégal dans les jours à venir, parce que même si on sait que les volumes peuvent venir de l'international, c'est important d'avoir une base forte en Afrique. Et on a vu que les Africains investissent aussi dans l'Africain, en tout cas dans du Made in Africa, même si malheureusement,
sur les prix dans lesquels nous sommes, on parle quand même à une petite partie de la population. Donc voilà. Bien sûr. Ouais. Mais il y a eu quand même, et peut-être que vous trois, vous l'avez remarqué, mais ces dernières années, une transition dans les mentalités qui est que le luxe africain, je veux dire le luxe fait en Afrique, c'est devenu cool. C'est devenu cool localement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années où tout le monde voulait du Vuitton ou du Berluti. Mais maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui recherchent ces marques-là. Ça vraiment, il y a eu un gros changement. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancé? Après, moi, je me suis lancé, c'était un projet qui était un projet de rêve depuis très longtemps. Mon père est ingénieur textile, donc j'ai grandi à l'époque à Bamako, alors qu'il travaillait à l'usine de l'ITEMA. Donc lui avait travaillé avec Chris Seydou déjà. Et j'ai essayé de rentrer dans ce domaine, mais finalement, je suis rentré dans les cosmétiques. Donc j'ai travaillé 16 ans dans le groupe L'Oréal pour pouvoir apprendre. Mon partenaire, elle, a travaillé chez Gucci et chez Chloé, et après chez Ralph Lauren 2 ans, et a terminé chez Christian Dior avant qu'on aille aux États-Unis, où elle a travaillé pour Altuzara. Donc on a toujours voulu être dans ce secteur-là. La problématique, c'est que malheureusement, autour de notre écosystème, on n'avait pas de personnes pour nous financer. Donc il a fallu mettre de côté, apprendre, et pour mieux partir. Donc voilà, donc c'est le temps qu'il nous a fallu pour mieux démarrer ce projet-là. Et pour finir, puisqu'on est, personne ne me parle de temps, donc je ne sais pas du tout où on en est. Non? Bon, on ne sait pas. On continue. Mais pour finir, j'aimerais bien avoir un peu votre son de cloche sur l'écosystème de soutien donc des sociétés comme les vôtres, des PME du secteur créatif. Qu'est-ce qui manque en fait? C'est-à-dire que quelle a été la réponse peut-être que ce soit des pouvoirs publics ou que ce soit des investisseurs privés ou des banques qu'est-ce qui fait vraiment défaut dans l'écosystème pour pouvoir développer ce genre de projets que vous avez qui ont tous l'air fantastiques? Ouais, malheureusement déjà c'est pas évident d'être entrepreneur en Afrique, encore moins entrepreneur dans un milieu créatif, que ce soit la mode ou la musique ou culturel. Mais déjà aussi en Côte d'Ivoire où l'écosystème est très orienté sur le business, les affaires, les banques, les services bancaires et financiers. Mais en fait, pour moi personnellement, c'est une motivation déjà parce qu'il fallait déjà que je séduise mes parents pour les dire en fait que on peut avoir des revenus en étant. Tu allais arrêter les maths. Voilà, exactement. On pouvait avoir des revenus en étant créateur. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Surtout effectivement avec ce genre d'événement où on met de la lumière sur ce qui se fait en Afrique et ce qui se fait bien, surtout dans le domaine de la mode, de la culture. Et je pense que pour moi, c'est une question de temps. Comme on le disait tantôt, il y a maintenant l'Afrique devient trendy. Par exemple, tout récemment, la marque Intel Gentleman a été épousée par Beyoncé, par Gabriel Union. Et, il y en a plein en fait, Tongoro, absolument. il y a toute une liste. Faut qu'on commence à arrêter. Donc voilà, pour moi c'est une question de temps et il faut juste continuer à travailler, doubler d'efforts et puis garder toujours cette passion, ce feu et puis voilà, continuer malgré tout. Voilà. D'accord. Donc vous deux, qu'est-ce qui me manque en fait? Qu'est-ce que tu as remarqué qui vraiment... Puisqu'on nous dit que le temps est épuisé, je vais aller juste sur 3 points. D'accord. Pour moi, le premier, c'est le cadre. 10 points. Voilà, le premier, c'est le cadre légal. Ouais. Il n'y a pas de statut d'artisan ou de créateur. La fiscalité. Et également, sur le plan de l'environnement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appliquées. Et le deuxième point, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, je dois venir à Abidjan, j'arrive, la douane va me taxer à 30%, alors qu'il paraît qu'il a été signé, comme quoi on doit pouvoir circuler facilement. Oui, dans alors normalement avec le... alors je ne sais pas comment on le dit en français. C'est comment vous... Zeleka. C'est Zeleka en français, le EFTCA? La zone de libre-échange panafricaine. Oui. AFTA. Normalement, dans les 10 années qui viennent, ça va être progressivement. On l'espère. Voilà, on l'espère. Je pense que ça, c'est vraiment un des points. Et le dernier point, c'est la volonté des gouvernants à promouvoir le consommer local. Dans les pays qui se sont développés dans ce point en Afrique, que ce soit le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, on voit que c'est les gouvernants qui ont porté le combat. Donc pour moi, c'est ça les faiblesses de cette filière-là. D'accord.
Je suis vraiment d'accord avec ce qui a été remonté par mes deux camarades. Je rajouterais que, au-delà de toutes ces difficultés, l'un des points majeurs qu'il a remonté, c'était l'accès à la distribution aussi. C'est qu'on doit cravacher pour avoir accès à ces acheteurs-là. Et quand on y a accès, souvent, on est dans des corners. Et c'est là-bas qu'il y a un pouvoir d'achat très élevé. On sait que beaucoup de marques européennes font leurs chiffres en Asie. Beaucoup de marques européennes ont les États-Unis comme plus gros marché. Voilà, moi-même, chez L'Oréal, je faisais 200 millions de dollars sur les US, mais je n'en faisais que 15 millions sur l'Afrique de l'Ouest. On parle de pays réunis. Donc, on sait qu'il y a quand même un fort pouvoir d'achat là-bas et on a besoin d'être connecté à cette distribution. Voilà. Et bon, bien sûr, il y a l'accès au financement, donc ce cas dont on parle. Et puis bon, il y a la formation. Et pour ça, il faut aussi des financements. Voilà. Donc, voilà. Et des Excusez-moi. partenariats. Ouais, et des partenariats, exactement. Mais bon, c'est un bon commencement et je vous remercie de cette opportunité. Voilà, et le message est passé. Merci à tous, merci à nos participants. Bon courage, parce qu'on sait que c'est un marathon. Et merci à tous.